évoqué l'entente avec Jakovlevic, mais en fait, il a joué beaucoup individuellement. Son explication. Quand on joue avec deux attaquants, c'est un petit peu plus simple puisqu'il y a davantage d'espace et s'il y a un peu de marquage individuel, bon, étant donné que je suis quelqu'un d'assez vif, je peux prendre facilement 2 mètres d'avantage, mais bon, après il faut les garder. Sur le premier but, effectivement, il les a gardés pour déposer la balle sur la tête de Loco. Voilà, Christophe Robert qui trouve souvent des angles impossibles pour centrer. Et exposé, bien sûr, quelquefois. On a vu des gants, ce doit être un gardien, ce doit être Barabé. Oui, c'est lui, effectivement. Claude Barabé, oui, dans les vestiaires de Brest. Claude, même question qu'à vos coéquipiers, à 2-1, pas longtemps avant le coup de sifflet final. On y croit encore, honnêtement, à votre place? C'est sûr, à Brest, on y croit toujours. On n'a jamais perdu chez nous en championnat. Et ce soir, j'y croyais, même à 10 minutes de la fin. Je pensais qu'on allait marquer ce deuxième but pour égaliser. Et comble de bonheur, on a marqué 3 buts, c'est vraiment fantastique. Il y a eu un déclic quand même dans la tête des joueurs. À quel niveau? C'est sûr, un quart de la fin, le public nous a poussé. Il fallait absolument marquer ce deuxième but. On est tous allés de l'avant. On a balancé quelques ballons dans le dos des défenseurs nantais et on a fait la différence. Voilà. Dans votre tête, le maintien, ça y est? C'est sûr, plus que 2 points, normalement le maintien. Pourquoi pas viser le milieu de tableau? Et oui, pourquoi pas une place dans les 10 premiers. C'est ce que Musseline disait. Nous sommes capables d'avoir une équipe dans la première moitié du tableau. On enchaîne avec les stats de cette rencontre, jouée à un rythme très très soutenu. Et en deuxième mi-temps, vous voyez qu'on a... C'était quand même un match ouvert, un match 9 hors-jeu. Vous voyez le chiffre violet et le petit drapeau jaune en haut, ça veut dire 9 fois les Brestois ont été pris hors-jeu. Au piège hors-jeu, ça veut dire qu'ils ont joué très très direct. Et en deuxième mi-temps, Nantes a été beaucoup moins incisif devant. C'est sûr, des tirs, il y en a eu. Il n'y en a eu pas des tonnes, mais enfin une dizaine. C'est un chiffre tout à fait correct. Plus en tous les cas que du côté de Nantes. Et si quand on tire plus au but, on marque plus de buts. Alors 25 minutes, le ballon 25 minutes en jeu en deuxième mi-temps. Une demi-heure en première mi-temps. On a vu de football, hein, rendez-vous compte, on aurait pu faire un montage d'1 heure sans que le ballon, quasiment sans que le ballon soit dehors. Des fautes brestoises, 19 en tout. Et on a vécu des matchs à 55, 56 fautes l'autre jour. 18 du côté de Nantes. Alors Burutchaga, 35 ballons en tout. Il n'a perdu que 2 ballons. C'est vrai qu'il s'est beaucoup appliqué. Perdre 2 ballons sur 35, c'est quand même pas mal. L'activité de Hedley à ses côtés avait été visible. Il a trouvé Loco, souvent, et Le Guen, souvent aussi. Sa zone de jeu en deuxième mi-temps, un peu plus avancée. Oui, c'est ça, il attaque vers la droite. Hein, un peu plus avancée qu'en première mi-temps. La note, on a oublié de vous redire qu'il y a un jeu, mais enfin vous nous connaissez, ça fait 4 ans que ça dure. Mais maintenant il faut donner la note exacte. Et bien celui qui a donné la note exacte de 12,82, c'est monsieur Pagès, qui habite dans le Calvados, mais je ne sais pas exactement où. Il se reconnaîtra. On retourne dans les vestiaires de Nantes, cette fois avec Claude Lovitz. On se retrouve dans les vestiaires de Nantes. Effectivement, Claude Lovitz me posait une question en entrant. Est-ce qu'il y avait vraiment pénalty? Selon vous, il se passe quoi sur cette action? Il se passe que bon, je fais un mauvais contrôle et ensuite je perds le ballon. Le ballon est poussé du bout du pied. Et ensuite, je pense que je reviens bien sur lui, que je fais un tacle sans le toucher et j'obtiens le ballon. Voilà, je touche le ballon et je le contre normalement sans faire de faute. L'arbitre siffle le pénalty. Regardez, voilà, je passe devant lui sans le toucher et je contre le ballon. Voilà. Donc il n'y a pas pénalty pour moi. Vous pensez que c'est là la clé du succès, donc de la défaite nantaise? Bah oui, un petit peu. Je pense que bon, après ça, je crois que bon, l'équipe a été complètement désorganisée. Et puis on prend le 3e but à la suite. Et puis bon, on a complètement perdu les pédales, quoi, un peu à cause de moi.
Alors juste à côté de vous, il y a David Marot qui vient de revoir ce penalty avec nous. Vous pensez à quoi? Vous partez du bon côté sur ce penalty, vous la touchez presque, il se passe quoi exactement? Ouais, il se passe que c'est vrai, j'avais décidé de partir à droite et puis je pars bien avant là. Et puis il la met à une certaine hauteur, ce qui fait que je suis obligé de prendre l'autre bras. Et là, il a bien frappé. Elle est trop puissante? Oui, il a très bien frappé. Hein. Il a très bien frappé, surtout à une hauteur difficile pour un gardien de but. C'est sûr, s'il l'avait mis au ras du poteau, au sol, peut-être que je l'aurais eu. À 2-1, ça vous semblait dans la poche? À 2-1, c'est sûr qu'on pouvait voir venir et qu'il fallait jouer sérieux. Et... Bon, ben, un petit peu de malchance sur ce coup-là, mais enfin, le troisième but nous a complètement achevés, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr que le troisième but les a complètement achevés, mais bon, c'est bien l'analyse de Lovitz, parce que Lovitz rappelle bien qu'il a commis une erreur en perdant le ballon juste avant l'action qui va entraîner le penalty, et ensuite il analyse bien son tacle où effectivement il apparaît qu'il tacle bien le ballon et qu'ensuite il y a choc entre les deux joueurs. On va finir la saison Qu'est-ce qu'il dit ? On va finir la saison plus sereinement, oui, effectivement. Vous avez terminé 2-1. Je peux le dire. Et lui croyait qu'il allait perdre. Si on... Alors que oui, Claude Lovitz a toute la misère du monde sur les épaules, si on allait voir des gens heureux, par exemple ceux qui marquent des buts, par exemple ceux qui marquent des buts dans le championnat d'Angleterre, car on a gardé encore une petite rasade de buts du championnat anglais. Et on reviendra ensuite dans les vestiaires. Des buts anglais. Avant de recevoir Wimbledon, Nottingham comptait 4 longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Écart aujourd'hui réduit à 1 point après la victoire de Wimbledon grâce à Wise sur la pelouse de Forest. À égalité de points au classement avec Nottingham, Norwich n'a connu aucun problème à domicile devant Luton, 18e. Premier but de Townsend sur penalty avant le second inscrit en deuxième période par Bowen, score final 2-0. Et Luton voit Charlton se rapprocher dangereusement. Charlton qui accueillait Queen's Park Rangers, équipe de milieu de tableau, 0-0 jusqu'à 5 minutes de la fin de la rencontre, le moment où Maddix marque contre son camp. Charlton 19e s'impose et se remet à espérer. Rien ne va plus en revanche pour Millwall où les jeux sont presque faits. La lanterne rouge du championnat anglais accueillait Crystal Palace qui ouvrait le score juste avant la pause par Bright avant de mener 2-0 à la 58e minute, but de Gray. Millwall ne reviendra jamais malgré Allen qui ramène la marque à 2-1. Rien ne sera plus inscrit dans cette rencontre qui condamne un peu plus Millwall à la 2e division. Ça c'est fou, Millwall qui était en tête du championnat la saison dernière. Paul Le Guen, dans les vestiaires nantais, on avait évoqué vos états d'âme juste avant le coup d'envoi. Vous pensez quelles sont-elles là maintenant? C'est une déception énorme compte tenu de la physionomie de la partie. On avait pris l'avantage à 2-1 et on doit absolument conserver cet avantage. On était très motivés à l'idée de prendre 2 points ici. Puis on échoue sur des grosses bévues qui nous coûtent cher. Dans votre tête, l'Europe, c'est terminé ou on y croit encore? Voilà, compte tenu du résultat, je crois que ce serait utopique d'y penser toujours. On va investir nos motivations sur la Coupe de France et puis essayer de se rattraper mercredi à Montpellier. Le meilleur juge, c'est vous, je pense, pour juger ces Brestois. Vous les avez trouvés comment? Bon, on savait que ça allait être difficile. Ils sont très combatifs, très, très hargneux. Et puis, c'est souvent comme ça qu'ils s'arrachent des matchs à domicile. Moi, je savais que ça allait être un match difficile. Le public, un mot? Le public, c'est un bon public. Vous avez vu comment il les a soutenus à la fin. Et non, c'est un bon public, celui de Brest. Il a pas failli dire il nous a soutenu le public. Oui, peut-être l'habitude, 6 ans, hein, 6 ans dans ce club. C'est énorme. Vous connaissez la majorité de nos grands rendez-vous. Hein. Vous savez surtout qu'on a Coupe d'Europe dans quelques jours. On va détailler quand même, alors que Blažević visiblement n'y croit pas d'avoir laissé filer 2 points comme ça, parce qu'il doit penser que c'est 2 points qui sont partis. Alors un coup d'œil sur nos prochains rendez-vous, alors que vous savez qu'en cinéma il va y avoir des films formidables. René Bollel, le directeur du cinéma sur Canal, vient de signer un nouveau contrat. J'en connais pas exactement les détails, mais je peux vous dire que les plus grands films américains et français qui viennent de sortir seront sur Canal+, très bientôt, et notamment demain, il y a une nuit du Kung Fu. Vous qui aimez
l'action, vous ne devriez pas être déçus. On a vu Thierry avec Thierry Bonalaire peut-être. Non, Non, on va voir les rendez-vous donc. On va voir les rendez-vous de ces prochains jours. Et en parlant de grandes choses, on parle évidemment de golf avec Augusta, le tournoi d'Augusta. Vous en avez vu une partie hier, suite ce soir 0h55, André-Jean Larfory, Bernard Pascasio. Et puis il y en aura également samedi et dimanche. Voilà, il va y avoir un retour de Greg Norman que je peux vous annoncer déjà. Snooker, demi-finale de l'European Open de Lyon. Toujours André Larfory, cette fois avec Rudy Bowens, samedi 7, 15h45. On va l'appeler André-Jean Larfory quand même. Rediffusion, si vous n'aviez pas vu ça lundi dans Lundi Sport. Pascal et Gaston, premier sujet de Magmax de Didier Roustan. Deuxième sujet, Roger Kemener. Le troisième sujet, le mystère de la Grande Pyramide. C'est du football et ça se passe en Égypte. Magmax, Didier Roustan. Je recommande le sujet du vieil homme et l'enfant signé François Pécheux. Vous en aurez les larmes aux yeux. Lundi Sport, un rendez-vous habituel, le football. La Roche-sur-Yon, Rennes en deuxième division. La boxe en deuxième partie avec un championnat du monde des mi-lourds, Virgil Hill, David Weber, et un championnat du monde des Walter, Simon Brown contre Tyrone Price. Avec une fin de combat dramatique. Chicago-Cleveland pour le basket professionnel américain. C'est pas fini, on revient samedi avec cette fois la finale de l'European Open de Lyon. C'est le snooker. Et samedi, une énorme soirée sport sur Canal, 22h05. Boxe à Monaco, Antoine Fernandez, Freddy Demelemaer, un Belge pour un championnat d'Europe des poids Walter, 22h05 samedi. Et on enchaînera aussitôt, dès la fin du match, avec le Stade Vélodrome de Marseille, que vous connaissez, pour une autre soirée, quasiment une soirée européenne. Ça vaut presque la demi-finale de la Coupe d'Europe des Champions. Un affrontement que tout le monde attend. Marseille-Bordeaux, qui livrera peut-être le nom du prochain champion de France. Thierry Bonalaire dans les vestiaires nantais, beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qu'on s'est dit là, dans les vestiaires à la fin du match? Nous avons un goût amer dans la bouche car tous les efforts que nous avions entrepris depuis maintenant un mois et demi, eh bien, je pense qu'ils s'envolent parce que avec une défaite ce soir, je crois qu'on va avoir de sérieux problèmes pour raccrocher une place européenne. Est-ce que ça veut dire que vous laissez tomber complètement dans votre tête le championnat et que vous pensez plus qu'à la Coupe de France? Non, absolument pas. Je crois qu'il faut toujours y croire, même si nous sommes très mal partis. Bon, on espère toujours sur une défaillance des clubs qui nous précèdent et pour pouvoir raccrocher une place européenne, mais c'est vrai que on pense d'avant tout maintenant par le biais de la Coupe de France se qualifier pour une coupe. Vous jouiez à l'extérieur, mais on vous a vu très offensif. Quelles étaient les consignes du coach au départ? Eh ben, elles étaient avant tout de contenir les assauts brestois et puis par la suite essayer de développer notre football pour les mettre en danger et réussir quelques contres. Et c'est ce que nous avons réussi en partie, mais sur quelques erreurs, nous avons perdu ce match. C'est très décevant. Manque de chance ou manque de rigueur? Un manque de rigueur évident, mais je pense que pendant toute la partie on a bien su les contenir et puis peut-être une petite fatigue, un petit manque de rigueur et c'est les 2 points qui s'envolent. Merci Thierry. Effectivement, et sans doute l'aventure européenne qui s'envole également malgré ce but de Bourou-Tchaga. On jouait aussi en deuxième division. Il y avait un concours d'affiches organisé pour les gosses des écoles. Celle-là, c'est un grand panneau, c'est plus qu'une affiche. On jouait en D2.